bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont venus nous rejoindre. C'est le 3e plateau de la journée pour Radio Ondine, donc qui sera diffusé sur les ondes de Radio Ondine et pour cette journée spéciale Secret de nature. Alors comme vous le savez sans doute, on parle du bocage. La journée ça s'intitule Le temps du bocage et maintenant ce plateau c'est un peu un allié sous pression. On va parler transition, biodiversité, agriculture durable et surtout on va s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain avec pour le moins des hommes et des femmes de terrain. Alors, je vais faire une petite présentation de toutes les personnes, des 6 personnes qui participent à ce plateau. Je commence par là-bas. Simon, bonjour. Simon Galéran, bonjour, éleveur, hein, oui. C'est ça, tu fais de la vache laitière ou de la vache... Et tu es quelqu'un amoureux du bocage, pour le coup. Enfin, en tout cas, tu cherches à le préserver. Oui, on peut dire ça, oui. Et j'élève des vaches laitières, donc je vends tout mon lait à une entreprise... Du coup, ton voisin d'à côté, Jérôme Thomas, qui, pour le coup, est un boulanger, mais pas seulement. Jérôme, paysan d'abord, avant boulanger. Donc, on a un fournil donc, sur BD et on est installé avec ma compagne à la Chapelle-du-Lac. Donc, en polyculture élevage, donc bêtes de viande en race armoricaine. Et puis, grande culture, quoi, avec des diverses cultures, quoi. Blé noir, chanvre, orge, blé, un petit peu de tout. Paysan avant boulanger, ça veut dire qu'on produit ce dont on a besoin pour faire du pain ou je fais deux métiers qui n'ont rien à voir. Autonome, ouais, le maître mot c'est l'autonomie. Donc je fais du blé panifiable, des variétés anciennes de céréales que je moissonne donc à l'été. Ensuite je les trie, c'est trié, c'est transformé à l'aide d'un moulin strié en farine. Et après c'est le blé, donc la farine nous sert à faire le pain au feu de bois, au levain. Super. On commercialise en circuit court. Voilà. Ok. Mais à côté de toi, Renan Vauclair, qu'on ne présente plus, puisqu'il est à peu près sur tous les plateaux et chroniqueur sur Secret de nature. Donc, quand même, je vais faire un petit effort. Maraîcher bio. Les petits clics bio. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle les petits clics bio parce que finalement, ça c'est un truc pas très maraîcher bio, les petits clics. En fait, il y a 2 raisons. La première, elle est agricole et historique. C'est-à-dire qu'on est au lieu-dit Les Clics à Montauban. Donc, du coup, les clics. Et dès le départ à l'installation, on a voulu faire un système de commande en ligne qu'on appelle maintenant le click and collect. Et donc, du coup, on pensait au clic de souris, en fait. Enfin, de la souris, pas l'animal, le truc en plastique, là. Et voilà. Donc, pour ça. Et petit clic, parce qu'on n'a pas beaucoup de prétentions, mais on veut faire notre petit bout de chemin. Et puis bio, parce qu'on est entièrement en bio. La ferme est entièrement en bio. Voilà. De l'autre côté, nous avons André Gosselin de Eau et Rivière, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, plein d'idées, très bavarde un peu, non? Parce qu'on s'est parlé pendant 1 heure en visioconférence, donc je sens qu'elle a plein de choses à nous dire. Oui. Oui, voilà. Et ben, on va faire court pour commencer et on verra après. Olivier Luce, apiculteur. Bonjour. Ouais, bonjour Olivier, qui avait été interviewé sur Secret de nature. Vous pouvez l'entendre à la radio. C'était passionnant, une émission sur les abeilles et tu vas nous parler des abeilles. Eh ben voilà. C'est sûr. Et Claire Montel, pépiniériste, éducatrice, créatrice de lieux, animatrice biodiversité. Trop de choses. Plein de trucs. Et en un mot, c'est quoi alors? En un mot, je suis pépiniériste. Moi, je vends des kits de haies prêts à planter pour les particuliers. Voilà. Et en même temps, je suis animatrice nature sur mon lieu d'habitation, qui est une prairie humide. Voilà, en zone... Qui se trouve où? Qui se trouve à Plouanne. À Plouanne, donc voilà. Tout près d'ici. Au niveau du barrage, au pied du barrage de Raux-Femelle. Ok, alors on est tous là pour parler bocage, pour le coup. Alors Audrey, veux-tu bien commencer? Pourquoi le bocage est-il devenu un enjeu de biodiversité majeur en Bretagne? Déjà, est-ce qu'il est Est-ce que c'est un Il a toujours été aussi, grâce à cette construction du bocage qui a été fait dans le paysage agricole. Il faut que tu parles vraiment proche du micro. Non, mais rapproche ton micro, c'est plutôt toi, voilà, ça se bouge. Voilà. Okay. Et si tu parles dedans, on t'entendra bien.
Très bien. Bah, il a toujours été. Hein. C'est vrai que cette construction agricole qui a été faite par les anciens a favorisé énormément de milieux. Parce que je sais pas, j'ai pas écouté ce matin comment ça a été dit, mais c'est quand même, on appelle souvent un maillage bocager. Donc en fait, ce réseau de haies permet de relier différents biotopes. Ça peut être des landes, des boisements, des mares, des champs, des prairies. Chaque biotope a des espèces qui y vivent, qui y passent, etc. Et donc le bocage permet de tous les relier. On a 45% à peu près de la biodiversité bretonne qui est contenue dans le bocage. C'est quoi ces 45%? Ça veut dire les gros animaux, les petits animaux? Oui, c'est tous les animaux. Après, il y a beaucoup d'animaux qui sont plutôt marins aussi, qui sont dans la biodiversité bretonne, mais c'est vrai que les animaux plutôt sauvages, pas d'élevage, parce que du coup, là, ce serait un peu différent. Les chiffres seraient plus conséquents si on comptait les animaux d'élevage dedans. On a une grosse perte du coup du biodiversité, mais ça, je pense que tout le monde en a conscience. J'ai pris avec moi quelques petits chiffres, mais on a une extension de 74% des insectes en 27 ans, 33% des oiseaux en 25 ans, notamment des oiseaux insectivores, donc ceux qui mangent les insectes. Et on imagine très bien pourquoi ils ne sont plus là. On a aussi forcément la contrainte de l'urbanisme. L'humain s'approprie de plus en plus de sols, de terrains, donc d'artificialisation. Parce que les villes s'agrandissent, les bourgs de campagne s'agrandissent également. Enfin, on a un étalement urbain même plutôt périurbain qui est quand même assez nocif pour toute cette biodiversité. Voilà. Et donc, ces petites zones de bocagères, même si c'est quelques mares, quelques petits boisements, quelques petits haies, est très importante parce qu'elle va servir de refuge. En fait, face justement à toute cette destruction d'habitat, au moins, ils vont pouvoir au moins se réfugier dans ces petites zones. Même en ville, maintenant, on le voit de plus en plus, on a des espèces... je pense au renard. Le sanglier, on n'en a peut-être pas trop ici. Peut-être dans le 35, je ne sais pas trop, mais je sais qu'on peut voir des sangliers aussi en ville maintenant, qui sortent un peu des bois, quoi. Alors, Olivier, un exemple avec les abeilles, c'est important le bocage pour cette biodiversité-là, enfin cette partie de la biodiversité. Oui, pour la ressource de nourriture, de toute façon, déjà. Ouais. Et pour tous les pollinisateurs, déjà, qui nichent dans les arbres, ou tous les vieux arbres qui peuvent accueillir un essaim d'abeilles sauvages. Mais autrement, c'est surtout pour la nourriture, quoi. Qu'elles vont aller chercher pollen, propolis sur les bourgeons, ou le nectar pour faire du miel, quoi. Simon, toi qui es agriculteur, pourquoi alors là, j'espère que ton micro va bien marcher. Oui, ça a l'air. Oui, ça fonctionne. Pourquoi c'est important pour toi de préserver le bocage? Est-ce que est-ce que tu es en accord avec ce qui s'était dit en face de toi, pour le coup? Oui, alors pour nous, éleveurs qui élevons nos animaux à l'extérieur, nos herbivores dans des prairies et des animaux qui dorment dehors, le bocage, c'est quelque chose de primordial. En fait, sans les haies, moi, je ne pourrais pas faire mon travail du tout. Parce que ça a déjà dû être évoqué dans d'autres émissions sur le bocage, sur ce plateau-là. Les vaches, elles s'abritent du vent en permanence. En ce moment, il y a pas mal de vent. Il y a eu du vent du nord assez séchant, là. Et les vaches, elles s'abritent pour leur confort thermique avant tout. Et donc, que ce soit l'hiver ou l'été, elles vont chercher cet abri. Parce que il y a quelque chose d'un peu spécifique chez toi, c'est que les vaches, elles ne vont jamais à l'étable, en fait. Elles restent dehors toute l'année. Oui, alors, tant que les conditions le permettent. Alors, je pense que ça, c'est pour tout le monde. Mais chez nous, cette période où elles sont enfermées dans un bâtiment à marcher strictement sur du béton, ça dure 3 semaines, maximum. Ce qui est assez peu, et ce qui nous permet de faire des économies énormes d'épandage d'éjection. Concrètement, nos vaches, elles font leurs besoins sur les prairies, elles les fertilisent directement, ce qui nous évite de démarrer le tracteur une bonne partie de l'année. Pourquoi 3 semaines simplement? Enfin, c'est les 3 semaines là où il fait le plus froid, ou c'est y a une raison en ce qui nous concerne, notre seul critère chez nous, c'est la portance des sols. Donc, c'est à partir du moment où on considère que les vaches vont abîmer la prairie sur laquelle elles vont manger le reste de l'année. Donc, selon les années, si l'hiver est humide ou pas, ça peut être très peu de temps, ça peut être même pas du tout. Mais au maximum, là, cette année, une année très humide, on est resté 3 semaines en bâtiment intégral.
Donc finalement, on peut se demander de l'utilité de tous nos bâtiments et de toute cette ferraille et de tout ce béton, parce que chez nous, avec nos climats très cléments et très doux, au final, on peut élever des herbivores dans des prairies. Alors quand les vaches ou les herbivores vivent dans ces prairies, le bocage, c'est essentiel. C'est une protection qui... c'est leur étable, finalement, extérieure. Oui, ça, c'est vraiment le point le plus important, même s'il y a énormément d'autres services que nous rendent les haies chez nous. Nous, c'est vraiment l'abri pour les vaches. Donc, ça va être l'abri du vent, parce qu'elles vont chercher un confort thermique quand il fait très froid ou très chaud. Quand il fait très chaud, il y a certains moments de la journée où elles vont chercher à se mettre dans les courants d'air pour se réguler. Mais elles vont chercher l'ombre aussi quand il fait très très chaud. Jérôme, pour toi, c'est le bocage en tant que boulanger, c'est le même raisonnement. Il y a déjà pour l'élevage, comme dit Simon, c'est vrai qu'une vache, en fait, c'est une faucheuse devant, un épreneur derrière, puisqu'en fait, tout simplement, c'est des herbivores, elles broutent, et puis ça dépend direct avec les déjections. Donc c'est vrai qu'on nous prône aujourd'hui l'industrialisation avec des bâtiments hors sol, tout le robotique, le numérique, tout ce qui va avec. Mais après, il faut ressortir toutes les déjections, ça coûte aussi cher. Je suis tombé sur une pub il n'y a pas longtemps où ils ont inventé, il faut le faire quand même, un robot autonome qui va chercher de l'herbe pour la ramener à l'étable. Ils ont peut-être oublié que la vache, elle peut le faire elle-même et aller pâturer directement au champ. Donc ça m'interpelle un petit peu quand même. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu fais pousser ton blé sur les parcelles qui recueillent de la déjection des vaches, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle les rotations. En fait, par exemple, je prends un exemple parmi d'autres. Là, sur une prairie, mon blé, il est sur une prairie qui est moins productive, donc on l'a cassé à l'automne, 5-6 ans, bout de on va dire même 6-7 ans. Ensuite, je fais un blé. Qui va être récolté donc cet été. Après, il va y avoir encore une autre céréale, on appelle ça une deuxième paille. Ça peut être une orge brassicole, par exemple. Et après, ça va retourner en prairie, quoi. Et est-ce que le goût du pain s'en ressent? De l'herbe. Question piège. C'est ça. Nous, c'est des variétés... c'est un pain qui se conserve, c'est des variétés anciennes de céréales. Et en fait, le blé, c'est un peu comme la vigne. En fait, le blé ancien, il a la capacité de s'adapter au terroir, au territoire. Chaque blé, en fait, est différent. Et le blé, en fait, moi, je cultive, en fait, depuis 15 ans que je suis installé, les mêmes variétés de blé que je ressème à chaque fois, quoi. Tandis que maintenant, en fait, ce qu'ils vendent dans les COP, les semenciers, c'est plutôt de l'hybride qu'on ne peut pas ressemer. Tandis que le blé, à la longue de le ressemer, en fait, il va s'habituer en fait, au terroir. Et chaque blé est spécifique, chaque blé a un goût en fait, particulier, chaque farine est différente. Et si on prend 10 paysans boulangers, il y aura 10 farines, 10 pains différents, quoi. D'accord. Donc, du coup, ça crée moins d'uniformité. Oui, c'est pas standard, c'est pas homogène. Après, il y a des choses bénéfiques, mais par exemple, moi, mon blé, il fait à peu près au mois de juin, là, même maintenant, là, 1m80, 1m90 de haut. Donc, c'est pas des blés qu'on a pour l'habitude de voir, puisque les blés, en fait, qu'on voit dans les campagnes, ils mettent, en fait, du raccourcisseur-durcisseur. C'est des blés standards. Donc, il y a de l'ammonitrate pour les booster en février-mars, et après, ils mettent raccourcisseur-durcisseur pour raccourcir la paille, plutôt que pour le rendement du grain, en fait, et ils négligent la paille, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est le rendement du grain. Tandis que moi, les variétés que je fais, en fait, c'est des variétés qui vont rester on va dire, à 30-40 quintaux, et avec beaucoup de paille, quoi. Mais le risque, c'est que ça se couche au mois de juin s'il vient un orage, mais on arrive toujours à le relever, quoi. Ouais, parce qu'ils sont plus hautes, en fait, c'est ça? C'est des blés qui sont très hauts. Ouais. C'est des blés qui sont très hauts, mais très rustiques, en fait, qui n'ont pas besoin de fongicides, ni qui couvrent bien le sol, donc il n'y a pas besoin d'herbicides, qui ne sont pas sensibles aux maladies, donc qui sont très bien pour moi, mais pas pour les semenciers ni les marchands de phyto. Ce que tu perds en rendement, tu le gagnes sur... En fait, oui, voilà, c'est ça. C'est moins de rendement, mais on va dire que dans l'agriculture productiviste, c'est les derniers quintaux qui sont les plus chers, quoi. C'est 3 passages de fongicides, c'est pas mal d'herbicides, c'est aussi d'insecticides, enfin j'en passais des meilleurs, l'ammonitrate et compagnie. Donc on peut faire autrement, sauf qu'il y a des variétés, hélas, qui ont disparu ou qui ont été oubliées. C'est pour ça que je fais aussi partie du réseau Triptolem.
on fait la promotion des variétés anciennes, notamment de blé panifiable, mais aussi de blé noir. Où il y a mais hélas, il y a certains blés qui ont disparu. Après, c'est des semences qui vont s'adapter. Voilà, chaque terroir est différent. Donc, on peut en ressortir. Il y a l'INRA il y a un partenariat avec l'INRA où ils ont des variétés de blé qui ont été collectées dans les années 50, 60, qui peuvent être ressorties du congélateur et réensemencées, quoi. Et ce blé-là, il va se transformer. Il ne va pas rester comme il y a 50 ans, il va s'adapter aussi au territoire, quoi. Et j'imagine que le bocage, puisque les blés sont plus longs, plus hauts, c'est une bonne protection contre le vent. Enfin, ça joue un rôle là-dessus. Oui, notamment, j'ai fait l'essai d'une parcelle en agroforesterie. Donc, c'est plusieurs lignes, en fait. J'ai 3 lignes d'arbres, moi, qui sont... donc, j'ai 80-90 arbres sur une parcelle de 3 hectares. Et on a espacé les lignes de 40 mètres de façon à circuler pour pas que ça gêne non plus la mécanisation, parce que c'est indéniable. Et maintenant, c'est vrai que les moissonneuses elles font 7-8 mètres de large en coupe. Et tout ce qui est faucheuse, pareil, des groupes de fauches de 9 mètres. Donc, il faut aussi, mais si c'est bien pensé, en fait, en laissant dans les travers assez larges et en espaçant les lignes comme il faut, eh ben, c'est pas forcément gênant d'avoir des arbres en intraparcellaire dans la parcelle, quoi. Et autour aussi, si c'est bien géré, quoi. Alors, Renan, pour le maraîchage, est-ce que les bocages, ça te protège du vent aussi? Enfin, en tout cas, les légumes, et peut-être aussi ceux qui les cultivent. Les structures aussi, parce qu'on a vu dans le Finistère, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu énormément de serres qu'on pliait, en fait. En fait, ça ne s'envole pas. Dans l'émission précédente, je disais qu'il s'envolait, mais en fait, ça plie et ça se couche par terre. Le résultat est le même pour le maraîcher. Donc, oui, effectivement, déjà se protéger des tempêtes qu'on a de plus en plus souvent, qui sont de plus en plus localisées, en fait, mais qui sont sur des couloirs, en fait. Maintenant, on a des couloirs de vent. Et des fois, il peut y avoir une tempête qui passe à Médéac, et puis à Montauban, on ne l'a pas, en fait. Et donc, se protéger de ces choses, de ce vent-là, à condition d'avoir des haies qui soient pas trop... qui soient faites pour ça, en fait. Il faut qu'il y ait au moins... 30% du vent qui puisse passer à travers de la haie, en fait. Si on fait une haie avec une bâche, par exemple, par effet vortex, le vent, en fait, il va passer au-dessus de la bâche et il y a un tourbillon qui va se créer derrière qui va accélérer qui va accélérer le vent, et donc c'est encore pire. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même que la haie soit pensée pour lutter contre ce vent-là. Donc la même chose des strates aussi, pareil, dans la haie, ça permet justement de faire des chicanes, en fait, pour le vent. Et puis le vent, à force de prendre les chicanes, il finit, puis il se couche juste derrière, quoi. Et après, oui, c'est comme pour les abeilles. On a aussi des abeilles sur la ferme, mais c'est aussi tous les auxiliaires qu'on peut retrouver dans la haie qui sont... Je ne sais même pas si on peut vraiment en faire la liste exhaustive, tellement on peut en trouver de plus en plus, en fait. Et donc ça, nous, après, on fait en sorte de faire un fléchage pour leur dire, venez manger, il y a des limaces, il y a des choses là. Et puis après, la nature est assez forte pour s'adapter et nous filer un coup de main quand on en a besoin, en fait. Donc, voilà. Claire, c'est ça qu'on apprend aux enfants, enfin, quand on veut éduquer sur les bienfaits de la haie. Est-ce qu'on a bien résumé ou est-ce qu'il y a d'autres choses encore à dire? Ouais, c'est ça. Alors avec les enfants, c'est encore plus simple qu'avec les adultes, parce que pour qui s'émerveille, on n'a pas besoin de parler d'utilité de la nature. Et on a juste besoin de trouver une haie assez intéressante avec du auger, du chêne, du noisetier, un peu de ronces, parce que les ronciers, c'est hyper intéressant en termes de biodiversité. En plus, c'est comestible, donc on peut même faire des tisanes de feuilles de ronces. Donc allez-y, testez chez vous en rentrant à la maison. On en a parlé justement au plateau précédent, et voilà, il y avait certaines personnes qui étaient dubitatives sur le fait qu'il fallait conserver les ronces. Oui, non, c'est un super et puis c'est un super engrais aussi, parce que quand on va laisser les ronces faire leur travail, elles vont créer de l'humus et ça va permettre d'avoir des espaces qui sont très riches. Avec un sol qui retient bien l'humidité.
Donc oui, non, ça c'est tout ce qu'on explique aussi aux enfants, mais les enfants, l'intérêt c'est qu'ils s'émerveillent quand même très très vite. Donc de simplement les poser devant une haie et de leur apprendre à observer, à prendre le temps en fait, d'observer comment ça se passe, d'observer les butineurs qui s'installent sur le saule, qui arrive, le saule marceau typiquement, c'est celui qui arrive le plus vite en fleurs au niveau de l'hiver. Et bien de juste se poser et de regarder, ça permet de comprendre que la haie, elle est riche par sa diversité d'espèces, mais elle est riche par sa diversité d'espèces végétales, mais aussi animales. Et donc, tout de suite, on la voit vivante. Il y a des odeurs, il y a des insectes qui bougent dans les feuilles. Si on a un petit peu de chance, on peut voir du mammifère un petit peu plus gros. Ça, c'est toujours très... les enfants aiment beaucoup voir les chevreuils se balader dans une prairie. Ça, c'est toujours un truc sympa. Et ça permet tout de suite ils se rendent compte que c'est vivant et donc qu'il faut la protéger. Il n'y a pas besoin de leur dire grand-chose de plus que de les amener à observer au maximum ce qu'ils ont autour d'eux. Et après, ils permettent aussi aux adultes de faire des temps de pause et d'observer eux aussi, avec leurs enfants, les arbres qu'ils ont autour de chez eux. Ouais. Et aux adultes, qu'est-ce qu'il faut leur dire en plus, pour le coup ? C'est plus dur, ça, les adultes. C'est un peu plus difficile. Ouais, parce qu'on a une... Est-ce qu'on peut leur dire c'est rentable ? Ouais, on peut leur dire que c'est rentable, on peut leur dire que c'est joli, on peut leur dire qu'il y a des petits oiseaux. Après, si dans la haie, typiquement, nous, dans les haies qu'on a, on rajoute du petit fruit. Bon, bah ça, les adultes, ils aiment bien parce qu'ils se disent, bah, tant qu'à faire, on va aussi avoir une production intéressante dans nos haies, typiquement des haies avec des fruitiers, avec du pommier, du poirier mélangé à du noisetier, du chêne, ça se fait. Et ça permet d'offrir un espace, un abri et un espace à la nature sauvage. Et en même temps de s'offrir à nous des pommes, des poires qui prennent pas tant de place puisqu'elles sont à la lisière. Généralement, on met quand même les haies à la lisière de nos jardins. Donc, c'est pas tout un verger qui va nous prendre la moitié de notre terrain. C'est, voilà, travailler en bonne intelligence. Même le sureau, là, en ce moment, ils sont en fleurs. On peut faire un pétillant de sureau. Nous, on fait ça tous les ans. C'est très bon. C'est excellent. Hein. Et c'est pas très compliqué à faire. Non. Et voilà, faut juste un peu de temps. Faut laisser les bulles se former. Mais Exactement. après, il y a les murs. Moi, je me souviens, étant enfant, alors c'était à l'époque de la rentrée. Maintenant, ça change un petit peu. Mais une semaine avant la rentrée, on allait chercher les murs. On faisait la confiture de murs pour tout l'hiver, en fait. Toutes ces petites choses-là, en fait, qu'il faut qu'on transmette. Les châtaignes aussi, pareil. C'est toujours l'occasion, en fait, aussi de leur montrer que ça... Il y a le temps qui s'écoule, on le voit aussi sur la haie, en fait, entre le printemps jusqu'à... Enfin, tout le cycle de l'arbre, on peut le retrouver. Simon, est-ce que les vaches viennent manger dans la haie aussi, les petits fruits, les choses qui restent, ou c'est pas du tout leur... Énormément. Alors, oui, c'est vrai, ils se nourrissent. Elles mangent énormément dans nos haies si elles peuvent le faire. Donc, si le fil de clôture... alors, chez nous, c'est des clôtures électriques dans le secteur. Si le fil de clôture permet à la vache d'aller manger dans la haie, et si la haie est suffisamment puissante aussi et ancienne, il y a ça aussi qui est important pour pouvoir fournir des branches au-dessus de la prairie. Parce qu'une jeune haie plantée, c'est juste une rangée d'arbres avec un tronc. La vache, elle peut rien manger. Mais une vieille haie avec des arbres comme le charme, ça c'est, chez nous en tout cas, c'est ce qu'elle consomme le plus, le charme et le chêne. C'est assez énorme ce qu'elles vont aller chercher. D'ailleurs, sur nos prairies, on voit bien qu'il y a un plafond de feuilles sur les 3 premiers mètres des vieilles haies. Et d'ailleurs, ça empêche la prolifération des ronces. On va en parler à un autre moment là. Le fait qu'il y ait des arbres avec des feuilles au-dessus de la prairie, les vaches vont aller manger les feuilles, elles vont piétiner le sol, et la ronce déteste le piétinement, donc il n'y a pas de ronce sous les charmes. D'accord. Il n'y en a pas du tout. Oui, parce que les agriculteurs n'aiment pas trop les ronces, contrairement à Claire peut-être, non ? Eh bien, ils n'en voient pas l'utilité et ils n'en mesurent pas la profitabilité. Donc ça, c'est un sujet aussi, le fait que la haie, elle n'est pas rentable. C'est pour ça aussi qu'il y a du maïs partout et quelques chênes têtards qui se promènent, mais c'est parce qu'on ne voit pas le profit qu'on peut tirer d'une haie
souvent, les décisions se prennent comme ça en agriculture. Même pour les animaux, les feuilles de chêne, les feuilles de la plupart des arbres, en fait, c'est beaucoup de calcium. Beaucoup de glands. Alors attention aux glands. Ouais. Et en fait, ils récupèrent beaucoup de sels minéraux qu'on n'a pas forcément à apporter en élevage traditionnel, où on leur rapporte des minéraux parce que ça manque un peu. Là, elles vont savoir chercher, tiens, en ce moment, j'ai besoin de calcium. Elles vont aller chercher telle feuille pour récupérer le calcium. Elles le font par elles-mêmes naturellement, en fait. Alors oui, si on fait la liste, c'est énorme. Elles vont manger les châtaignes, beaucoup. Donc les châtaignes, ça va être plusieurs kilos. Donc ça, c'est de l'aliment concentré gratuit. Les châtaignes qui tombent au sol, elles vont les manger. Les glands, c'est pareil. Il ne faut pas qu'elles en aient trop d'un coup, mais s'il y en a 1 kilo par vache, ça fait des tanins, c'est très bon pour elles. Donc c'est bien utile. Audrey, pour eau et rivière, c'est utile, une haie aussi, pour les passages, le transport des eaux, la filtration. Enfin, à quoi ça sert pour la nature? Pour la nature, on appelle souvent l'eau qui est contenue, parce que souvent c'est une réflexion qu'on fait, mais le bocage, eau et rivière, c'est quoi le rapport? Eau verte, en fait. C'est vrai qu'on n'en entend pas spécialement parler, on connaît... tout le monde a appris, ou plus ou moins la plupart, le grand cycle de l'eau. Tout le monde voit, si on parle d'eau bleue, on connaît. Les adultes vont connaître les eaux grises, les eaux noires aussi. Et quand on leur parle d'eau verte ou petit cycle de l'eau, c'est compliqué. Alors, le petit cycle de l'eau, c'est l'évapotranspiration, donc de la biosphère. Donc, c'est essentiellement les végétaux, mais nous aussi, les humains, et puis les petits cours d'eau, les choses comme ça. Il faut savoir qu'en fait la majorité des précipitations viennent de cette évapotranspiration-là, donc de la transpiration des végétaux, qui peut une goutte d'eau qui va être évapotranspirée va pouvoir faire ce cycle-là 6 fois. Donc un arbre va transpirer, ça va monter au ciel, ça va partir 50, 100 km plus loin, ça va redescendre, ça va être consommé, ça va être transpiré, comme ça, et ainsi de suite pendant 6 fois. Donc, moi, je viens du Finistère, donc on a... Ça va, non ? C'est un peu différent parce que je suis très proche de l'océan. Donc, mais en général, quand on est très proche des côtes, on est environ sur 60% des eaux de pluie qui viennent de l'évaporation de l'eau de mer et des océans. Plus on va dans les terres, plus ça s'inverse. Donc ici, j'imagine qu'on est plus dans la différence, justement, plus par évapotranspiration. Donc ça, c'est un premier point. C'est l'arbre qui crée la pluie. Ça, c'est très important de le rappeler, même si certains... j'ai déjà entendu dire que voilà, c'était très bien qu'il y avait les réchauffements parce que ça faisait moins de pluie en Bretagne. Mais bon, voilà. Donc c'est un peu le truc. Si on veut que ce soit moins sec et qu'il pleuve, faut planter. Et voilà. Et ensuite, pour l'eau, la qualité de l'eau et la quantité, c'est super important. Parce que justement, il y a la notion de bassin versant. Donc l'eau qui tombe en haut de la montagne et retombe dans la vallée, elle a un parcours plus ou moins long, suivant plein de choses, hein, c'est un peu du cas par cas, suivant le sol, quels obstacles elle va avoir, naturels ou construits. Donc tout à l'heure, l'émission précédente, elles ont parlé du remembrement, voilà, et on cherchait un peu impérativement à accélérer le cours de l'eau. Là, on essaye justement de ralentir, nous, ce qu'on appelle, avec aussi certains spécialistes de ce qu'on peut appeler l'hydrologie régénérative. Le but, c'est vraiment de ralentir l'eau. Donc, comment faire pour qu'une goutte d'eau qui tombe en amont, du coup, en ligne de crête de bassin versant, puisse mettre le moins de temps possible avant de se retrouver sur l'estuaire. Donc, les haies sont une bonne solution. Il y en a énormément d'autres. La haie sur talus, c'est davantage. Hein. Enfin, voilà, on parle des haies, mais c'est vrai qu'un talus, c'est quand même un talus nu, ça fait le job. Après, il y a les techniques d'agriculture aussi, labour, pas labour dans le sens de la pente, etc. Agroforesterie, comme on l'a cité tout à l'heure, ça va permettre du coup à la goutte d'eau de s'infiltrer plus profondément dans le sol grâce aux racines. Ça va stimuler également la fertilisation du sol avec la création de l'humus. Donc plus il va y avoir d'humus, plus le sol va être en capacité d'absorber l'eau. Donc c'est très important aussi cette rétention. Il ne faut pas oublier qu'un sol, c'est pas que de la terre, il y a de l'eau, mais il y a également de l'air aussi, voilà. Donc suivant ce qu'on lui applique dessus, ça va changer ces pourcentages-là et ça peut être nocif pour nous après. Enfin, je crois que certains ont été touchés par les coups de lait de boue il y a pas très longtemps avec les petites pluies de
printemps là, voilà. Enfin, par chez nous aussi, et on voit bien ces problèmes-là. Donc c'est vrai que donc ça c'est pour le global, mais également aussi pour les agricultures qui utilisent des produits en seed, ça permet au moins de résorber quand même assez largement aussi les pollutions de l'eau. Parce que pareil, plus ça va être filtré, plus ça va être dilué, moins ce sera nocif en retour pour nous, et moins nos concitoyennes du bord du littoral seront pollués et pourront se baigner. Et il n'y aura pas de matière fécale ou peu de pesticides dans leur eau de baignade, quoi. Alors, on est tous d'accord pour dire que les haies, c'est bien. Alors, pourquoi on en coupe autant? C'est une question générale. Pour vous tous, pourquoi on les coupe? Parce qu'on rencontre que des personnes qui trouvent que, franchement, c'est une bonne idée, les haies. Et pourtant. Ouais. Moi, je trouve que c'est un manque de culture aussi. Ça fait partie de... Je vois, quand on déclare la PAC, c'est les haies sont un SNA, donc non agricole, surface non agricole. Rien que le nom, déjà, moi, ça m'interpelle, ça me choque. Pour moi, c'est de la... Il faut repenser la haie, en fait, il faut repenser autrement. Et c'est bien de planter. Moi, j'ai planté pas mal avec Bresse-Bocage, on a fait pas mal de kilomètres, il y a eu l'agroforesterie. Mais après, s'il n'y a pas un accompagnement derrière, mais on commence à le faire là, dernièrement. Justement, il y a un technicien de Bresse-Bocage qui est venu pour faire la taille de formation, quoi. Et je trouve ça important, en fait, de ne pas laisser les agriculteurs dans la nature en disant débrouillez-vous avec votre haie. Une fois qu'elle est plantée, on trouve des haies, des fois, où elles ne sont pas du tout gérées. Et après, voilà, ça peut être du bois d'œuvre, ça peut être du bois de chauffage, ça peut être... Après, il faut penser sur le long terme, quoi. Mais c'est vrai que c'est un accompagnement à long terme. Puis c'est pareil, on met des primes facilement pour les céréales, des primes au maïs, des primes ceci, cela. Et au mieux, on peut avoir un label EL à 7 € de l'hectare. Mais quand je vois que le budget européen, c'est 80 milliards quand même qu'on met sur la table pour la prime PAC. La France, sur les 80 milliards, on a une dizaine de milliards. Et je trouve qu'on pourrait reconsidérer la haie en la valorisant davantage, quoi. Alors, le label est passé de 7 à 20 € il n'y a pas très longtemps. Waouh, trop bien. D'accord, c'est pas encore ça. Ouais. Mais oui, du coup, je vois, effectivement, il y a plein de choses. Il y a la culture, comme tu as dit. Je sais pas, comme je n'ai pas écouté les émissions d'avant. Désolée. Non, mais t'inquiète pas, on a parlé de plein d'autres choses et ça ne se ressemble pas. Donc, tu peux y aller librement. D'accord. Je n'ai pas envie de faire un redite, mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est le bocage, les haies, c'était planté par les agriculteurs avant tout pour plein de raisons. Donc, l'historique, je pense que Margot peut-être en a parlé, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de clôture. Des fois, quand on dit clôture, oui, c'est pour pas que les vaches partent. En fait, non, souvent, c'était pensé à l'envers. C'était pour pas que les vaches aillent dans les champs cultivés, parce qu'elles étaient plutôt en divagation à l'époque. Et voilà. Et il faut pas oublier que le bois était la matière première d'énergie. En fait, tout simplement. Donc, de toute façon, il n'y avait pas le choix d'avoir du bois. Donc, tout le monde avait un peu de bois. Donc, souvent, l'unité de mesure, c'était un peu le fagot. Donc les personnes d'Ille-et-Vilaine le savent sans le savoir parfois quand ils regardent le paysage de Bocage, parce qu'il y a les ragos, l'émondage, donc ces espèces de troncs un peu squelettiques qui font pâlir certains Finistériens quand ils voient ça. Et moi, ça m'a jamais choqué parce que je suis du coin, donc j'ai toujours grandi avec ces choses-là. Mais voilà, ça s'expliquait pour diverses raisons, parce que l'arbre appartenait au propriétaire du terrain. Et le locataire, l'usager, avait le droit de récolter les branches, donc le fagot. Et donc souvent, il le faisait sur une rotation de 9 ans, puisque c'était souvent aussi le bail rural qui se renouvelait tous les 9 ans. Donc tous les 9 ans, il coupait 1/9 des parcelles pour récolter le fagot, donc pour servir lui-même pour sa famille, mais pour le revendre aussi, je pense aux cordonniers, aux boulangers aussi à l'époque, du coup, tous les métiers qui nécessitaient des fours. Donc c'est très très utile et obligatoire en fait de base, quoi. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on est passé sur l'ère du gaz, du pétrole, etc., ça a perdu de cette nécessité-là. Donc ce qui fait que, en plus, il y a eu le remembrement, enfin, et plusieurs remembrements, mais remembrement de 50, 60 après-guerre, on est parti sur une mécanisation assez intensive. Donc les machines devenant plus grosses, il fallait également les enlever. Il ne faut pas oublier aussi que le bocage, c'était une délimitation de propriété.
Donc de moins en moins de personnes, voilà, les agriculteurs pouvaient inciter leurs enfants à partir en ville chercher bonheur dans les usines, voilà, pour les enlever pour les extraire de cette situation agricole qui pensaient pas bénéfique pour eux. Donc voilà, c'est multifactoriel qui fait qu'il y a eu ça, et puis l'arbre a peu à peu perdu son intérêt jusqu'à ce que justement certains naturalistes, botaniques, etc. se rendent compte en fait de la richesse que c'était malgré tout super important pour la biodiversité, parce que c'était pas du tout des préoccupations qu'ils avaient à l'époque, hein. Quand on entend les récits des anciens qui allaient chercher les nids d'oiseaux dans les haies, voilà, c'est assez drôle qu'ils n'avaient pas du tout cette fibre-là. Et donc entre cette génération de 50-60 qui étaient agriculteurs et nous, bah, il y a eu vraiment un fossé, c'est qu'à le dire, où perte de savoir, perte d'intérêt. Les haies qui étaient en place, qui avaient été habituées à être entretenues régulièrement tous les 9, 10, 15 ans, bah, les arbres sont en difficulté, puisque du coup ils ont fait un port, ils se sont formés d'une certaine façon pour pousser, puis d'un coup on laisse des grosses branches qui peut les casser, qui peut les abîmer lors différents événements, tempêtes, sécheresses, etc. Enfin voilà, il y a tout ça à faire, et à l'école agricole, il n'y a aucune notion. Enfin, moi, sur mon cursus agricole, il y a un module où on apprend à couper un arbre. À aucun moment, on nous dit, on nous parle du fourrage vert qui est important pour le bétail, par exemple. À aucun moment, on nous parle de la création de l'humus, enfin, voilà, l'importance des auxiliaires. Et pourtant, j'ai fait une école d'agriculture biologique, quoi. Olivier, par exemple, les dangers, alors je ne sais pas si on peut faire des liens entre les abeilles et les dangers qui les menacent, et la haie et les dangers qui les menacent. Est-ce qu'il y a des formes de similitude? Bah oui, c'est que de la perte d'habitat. De toute façon, dès qu'une haie disparaît, c'est de la perte d'habitat. On parlait des ronces tout à l'heure, c'est catastrophique de les enlever. Parce que, bah, c'est énorme, toute la pollinisation qui peut être faite. Enfin, elles sont tout le temps sur les ronces, quoi, dès qu'elles le peuvent. Après, le lierre qui monte sur les arbres, c'est de la nourriture pour l'hiver. En fait, replanter, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit une excuse pour abattre, quoi. Enfin, moi, c'est ma philosophie, quoi. Faut pas dire on va replanter des haies, mais ok, on abat, mais on replante. Mais avant qu'un arbre replanté devienne un gîte, faudra quand même un chêne, il faut 80 ou 100 ans, quoi. Des décennies, oui. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça, quoi, je pense. Faut pas que ça devienne un réflexe. On abat, on replante. Il faut aussi préserver tout ce qui est vieux, quoi, et laisser la nature un peu plus tranquille. En termes d'abeilles, il y a aussi le vent aussi qui peut vachement les perturber et leur faire dépenser énormément d'énergie aussi. C'est comme quand on court ou quand on fait du vélo, si tu as le vent dans le nez, c'est beaucoup plus dur. Donc tu as une consommation, elle va ramener moins de nectar, forcément, elle va prendre pour son autoconsommation, elle va ramener moins de nectar à la ruche et ça va faire une baisse de production de miel, quoi. C'est un peu la base. Est-ce que les phytosanitaires, ça a des impacts sur les haies ou pas trop? Enfin, l'utilisation des... Sur les haies, je ne sais pas. Ça a un impact plus sur tout ce qui est biodiversité, sur les insectes. Perte d'insectes, perte d'oiseaux. Moi, je mets des abreuvoirs devant mes ruches pour pas qu'elles aillent boire dans entre les feuilles des maïs, par exemple. Parce que l'eau, il suffit que ça a été traité la veille ou quelque chose, elle est empoisonnée, quoi. Donc, je les habitue à venir boire... les porteuses d'eau, je m'arrange pour qu'elles viennent chercher de l'eau à proximité. Donc les phytos, oui, c'est un gros problème. C'est insidieux, mais c'est un gros problème. C'est quoi les pollutions sur les haies? Vous avez une idée ou pas trop? Les pollutions? Oui, enfin, est-ce que est-ce que les haies sont abîmées par les traitements agricoles ou des choses comme ça, ou elles sont plutôt en bonne santé? Enfin, je sais pas. Une haie peut abîmer un pulvérisateur, c'est sûr. Donc c'est aussi pour ça que des arbres sont abattus, c'est pour pas gêner les machines, parce que on le sait tous, le travail agricole, il est fait beaucoup par des machines et de plus en plus. Donc la haie, elle est arrachée à cause des machines, souvent. Parce qu'elle est gênante, tout simplement. Parce qu'elle est gênante, mais rien ne nous empêche d'avoir des haies gigantesques et toutes droites.
pour pouvoir travailler la terre avec des machines. Peut-être que pour les vaches, c'est sympa. Il y a de l'ombrage, mais l'ombrage sur le blé, est-ce que c'est pas une incidence sur la Oui, mais il suffit de planter le blé à 15 mètres de là. On n'a pas trop la preuve, en fait, parce qu'il y a toujours une compensation, en fait. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'ombrage, donc ça veut dire que même moi, en maraîchage, on m'a toujours dit, plante pas à 3 mètres des arbres, parce qu'il n'y a rien qui va pousser. En fait, effectivement, elles auront moins d'eau, mais par contre, elles auront de l'ombre, donc il y aura moins d'évaporation. Enfin, d'évapotranspiration. Et donc, du coup, ça compense. En fait, la nature est assez bien faite, finalement, si on y pense bien. Et ça se compense toujours un petit peu. On voit qu'on a des gros coups de soleil l'été. Alors, peut-être que aussi le blé qui sera contre ces haies, justement. Après, c'est peut-être aussi qu'on essaye de s'aimer le plus près possible, au ras le plus possible. On n'est peut-être pas tous pareils, même en jardin, on cherche toujours à gratter un petit peu plus. De toute façon, la mécanisation, ça a un effet sur les racines. Quand je viens de te dire, on vient labourer trop près, de toute façon, ce soit un chêne ou n'importe quoi, il va chercher sa nourriture à 30-40 cm, après c'est que de l'ancrage. Donc, après, les haies, elles ont aussi un gros avantage aussi, c'est que quand on pulvérise et qu'il y a du vent, la haie, elle va éviter que ça parte trop loin aussi. C'est tout bête à dire, mais faut y penser aussi, c'est quand même non négligeable, quoi. Surtout, éventuellement, enfin, dans notre cas de figure, nous on est en bio, si le voisin à côté avec qui on s'entend très bien, il traite avec des pesticides et que ces pesticides vont dans notre champ et que nous, notre certificateur vient et contrôle un végétal, parce qu'en fait, il prélève un végétal, il regarde s'il y a des polluants chimiques dedans. Même si c'est pas le nôtre, c'est nous qui sommes punis en fait. Et donc le fait d'avoir des haies, du coup, ça nous protège aussi un peu. Ça évite que ça parte trop loin, voire éventuellement une rivière. Et de toute façon, les phytos ont forcément un impact puisque c'est fait pour rentrer soit par la racine, soit par la feuille. Donc si ça rentre, ça touche forcément. Donc, ça a forcément un impact. Alors, un autre phénomène un peu à la mode, c'est les haies bocagères dans les centres urbains. Et c'est déjà l'objet de la chronique de Renan aujourd'hui qui va nous parler de est-ce que les haies bocagères et les centres-villes, c'est compatible ? Oui, donc quand on parle de bocage, on pense d'abord à un paysage de campagne, des parcelles agricoles, bordées de haies, de vieux chênes sur les talus, de chemins creux qui serpentent entre les prés, c'est très bucolique. Un modèle héritier du Moyen-Âge, façonné au fil des siècles par les paysans. Et voilà que ce modèle que l'on croyait dépassé réapparaît, où ça, en ville. Depuis quelques années, urbanistes, écologues, citoyens redécouvrent les vertus du bocage, ce que l'on appelle aujourd'hui le bocage urbain. Ce sont des haies plantées ou laissées en friche dans les espaces publics, éventuellement les grandes places très minérales dans lesquelles on replante des arbres. Au pied des immeubles, dans les écoles, on enlève l'enrobé des écoles et on remet des arbres, un peu d'herbe, c'est pas mal, le long des pistes cyclables ou même sur d'anciennes friches industrielles. Alors pourquoi ce retour ? Parce que le bocage est une infrastructure écologique redoutablement efficace. Les haies brisent le vent, on en a déjà parlé plein de fois, captent les particules fines, notamment les polluants. Éventuellement en ville, ça peut être les polluants de notre petite voiture. Elles absorbent l'eau de pluie, participent à la régulation thermique. Ça, on en parle de plus en plus dans les villes. On commence à peindre les bâtiments maintenant en blanc pour justement qu'il ne fasse pas trop chaud. Il y a beaucoup, vous pouvez trouver sur Internet beaucoup de publications là-dessus. Ils font des tests de température et on voit des variations de température dans une même rue qui peut être de 0 à 15 degrés de différence. Voilà, j'ai perdu le fil sur mon... En clair, elles filtrent l'air, préviennent les inondations, rafraîchissent l'été. Une haie diversifiée peut abaisser de plusieurs degrés la température ressentie en période de canicule. Mais cela n'est pas tout. Les haies créent des corridors écologiques quand ils sont bien faits et quand ils sont pas en pointillés, bien sûr, en milieu urbain. De plus en plus de communes le font par volonté, mais aussi par obligation, parce que ça devient une obligation. Des fois, il faut passer par l'obligation pour obtenir des choses. Elles permettent aux oiseaux, aux insectes, aux hérissons et aux chauves-souris de circuler d'un espace vert à un autre, un peu comme les autoroutes de la biodiversité dans le béton. Et certaines collectivités vont encore plus loin, notamment pas très loin d'ici à Rennes, par exemple. On cartographie les haies résiduelles et on en plante là où elles avaient disparu. Donc on essaye de remettre en place des choses un peu d'entente qui étaient plantées pour des bonnes raisons. Et c'est aussi une manière de réparer un paysage détruit par l'urbanisation rapide des années 60-70. On en revient toujours au remembrement, mais dans les villes, il y a eu aussi une sorte de mini-remembrement. C'est-à-dire qu'il fallait enlever tout ce qui était végétal et
pour que ça soit plus moderne, en fait. Et là, maintenant, le modernisme, c'est de remettre des arbres. Voilà, c'est... alors bien sûr, ce ne sont que des buissons, pas des cathédrales, mais raconte autre chose, une façon de penser la ville autrement, plus vivante, plus poreuse, plus en lien avec les cycles naturels. Voilà, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est gadget ou c'est une bonne idée, c'est en ville? Ou est-ce que ça fonctionne Moi, je suis bien passé pour savoir, parce que je suis jardinier justement dans une grande ville, il vient d'être situé, et ça fait 25 ans que j'y suis, j'ai vu un changement énorme, quoi. Oui. Au niveau de la place de l'arbre qui est la pré en ville, les haies. Je suis gestionnaire d'un parc. Aujourd'hui, on laisse les ronces dans les parcs, ça ne gêne plus personne. Il y a une vraie préservation, quoi. C'est assez impressionnant, toi. Là-dessus, même moi, je suis obligé de changer ma façon de jardiner. J'ai commencé à jardiner dans les années 80, j'étais obligé de changer ma façon de voir les choses, quoi. Mais je trouve ça très, très bien. C'est une autre façon de voir le paysage en ville. T'as changé ta façon de voir les choses parce qu'on t'a accompagné pour ça? J'ai fait mon apprentissage dans les années 80, donc c'était très, très phyto, quoi. Le gazon, tout était taillé bien, et encore qu'aujourd'hui, on laisse les ronces. Ça m'arrive même de planter des ronces. On m'a demandé ça à un jardinier. Chez certains de mes collègues que ça a choqué. Bon, on me demande ça, je le fais, mais non, c'est plutôt pas mal. Ouais. Moi, j'aime bien la ville de Rennes là-dessus. Je trouve qu'ils, faut pas les citer, je trouve qu'ils ont une bonne politique paysagère. Oui, puis il y a aussi un intérêt pour les urbains et urbaines, quoi. Enfin, voilà, ils ont vraiment envie d'avoir un peu de nature, et puis ils voient un peu aussi, enfin, même psychologiquement aussi. Enfin, la nature, c'est un besoin. Enfin, on parle de plus en plus des bains de forêt là, de Shirin-Yoku, qui a une théorie scientifique japonaise, voilà, qui prouve justement les différentes bactéries ou les terpènes, voilà, les choses qui font du bien-être à l'humain, en fait, qu'on se rend pas compte. Voilà, donc il y a vraiment ce regain. Et bizarrement, des fois, je trouve que c'est plus présent chez des citadins que chez des ruraux. Voilà, où justement, comme tu dis, les ronces, en campagne, c'est compliqué. Enfin, si tu veux faire propre, il faut que ce soit tout tondu, il ne faut pas qu'il y ait de ronces, c'est super compliqué. Donc cet intérêt est très bien, et notamment pour les enfants, comme tu as dit. Voilà. Et après, il y a des jardins de pluie aussi qui se développent aussi beaucoup dans l'idée de ralentir aussi l'eau, comme on disait tout à l'heure, avant qu'elle mette plus de temps avant d'arriver vraiment à la mer. Donc c'est super important, et tant mieux si ça s'équilibre entre eux, et ça fait la jonction, d'autant plus. C'est vrai qu'on a parlé de corridors écologiques, donc le mot-clé pour les mairies, si vous voulez que votre mairie fasse quelque chose, vous parlez de trame verte et bleue. Alors là, ça leur fait tilt parce qu'il y a du financement européen derrière. Ok, c'est bien noté. Voilà. Et c'est justement, c'est comment on arrive, enfin, moi je sais que je travaille dessus avec mes adhérents et adhérentes, mais comment on arrive justement à relier les corridors écologiques qu'on peut avoir en ville avec ceux qui sont typiquement bocagés dans la zone périurbaine. Ça se travaille, ça peut se réfléchir en concert, mais il faut arriver à faire ce lien, et ça peut être un peu difficile aussi. Et Rennes, effectivement, moi, de ce que je vois de loin, ça m'a l'air... Il faut quand même un travail assez... Il a fallu s'imposer aussi, parce que quand on a décidé, il y avait aussi un coût économique, c'était moins de travail mécanique, moins de jardiniers, mais aussi il a fallu savoir s'imposer, de dire aux gens, non, on coupera pas les ronces, non, on n'abattra pas cet arbre parce que vous avez besoin de lumière à l'été. Et il a fallu tenir bon, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils tiennent bon pour l'instant. et ça passe très bien dans les mœurs. Les gens vivent avec la nature en ville. Et c'est un bon exemple pour montrer que en fait, les arbres dans les villes, c'est pas juste ramasser les feuilles. Non. Parce que souvent, c'était un peu l'argument, c'était de dire on va enlever les arbres parce que c'est beaucoup de boulot faut entretenir, faut arroser éventuellement un petit peu. Et en fait, ça peut faire du travail pour des gens, ça peut... et puis éventuellement, même pédagogiquement, avec les enfants, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sous un arbre toute l'année. Donc, c'est une vision qui revient, en fait, finalement. C'est un peu dommage qu'on ait fait tout ce travail. Maintenant, il faut qu'on revienne en arrière. Et malheureusement, ça demande des concessions qui, des fois, sont un peu compliquées dans les villes, parce que... s'il y a un cours d'eau qui passe dans la ville, qu'on a abusé, et puis on a des grosses infrastructures au-dessus, pour recréer quelque chose d'à peu près naturel en enlevant la bûche, c'est pas si simple que ça, en fait. Et donc ça demande beaucoup d'argent. Et tant que là, les sécheresses qu'on a de plus en plus, ça aide vachement pour se rendre compte que justement ça coûte,
mais ça a un intérêt quand même très très important pour l'avenir, quoi, parce que je pense que l'avenir, il fera quand même de plus en plus chaud. Il va faire baisser un petit peu la température dans les villes. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, bah là, il y a le rapport là, de l'Office de l'environnement de Bretagne qui est tombé. Là, c'est pas folichon. Non, c'est pas très joyeux. On a parlé dans la presse dernièrement. Ouais. Il y a les PLU. Là, ouais, merci à vous tous. L'heure tourne. Je vous promets, on fait une émission spéciale avec chacun d'entre vous sur Secret Nature où on fera 1 heure à la radio. Comme ça, on vous entendra plus longtemps. Malheureusement, vous n'avez pas pu parler beaucoup, mais j'espère que comme moi, vous avez trouvé ça passionnant. Petite information, signature avec ce très joli livre d'Émilie Stoll. Juste après, c'est de l'autre côté du rideau. Elle vous le propose et elle vous le signe. Toute l'émission est enregistrée en podcast. Vous pouvez, ça sera diffusé aujourd'hui ou demain sur Radio Ondine. Et puis, évidemment, vous pouvez continuer à l'écouter sur YouTube notamment. Et puis aussi, si vous en avez envie, sur Spotify, Apple Podcast, etc., etc., etc. Merci d'être là. La journée se poursuit avec un très joli film qui parle des haies bocagères, pour le coup, et une conférence de Margot Lyoté qui aura plus l'occasion de s'exprimer que sur ces plateaux peut-être un peu trop courts, et un concert pour terminer la soirée. Merci à vous tous d'être là. Merci. Merci à vous. Merci.